1% de la population pourrait répondre aux critères de la psychopathie. Ordre de grandeur confirmé par plusieurs recherches indépendantes. Certaines études suggèrent même que ce chiffre augmente au niveau du management en entreprise et encore davantage au niveau du top management, parfois avec un facteur multiplicateur de 10. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de tueurs en série, mais bien plus souvent de ce qu'on appelle des psychopathes fonctionnels. Un psychopathe fonctionnel a les mêmes schémas mentaux qu'un psychopathe classique, sauf qu'il ne franchit pas la ligne rouge, c'est-à-dire qu'il reste du bon côté des lois et de la réglementation. Cela dit, je ne souhaite vraiment pas m'avancer plus sur des chiffres, mais plutôt mettre en lumière des tendances. D'ailleurs, plusieurs recherches avancent également que certains leaders mondialement reconnus, souvent étudiés dans des livres sur le leadership, dans des programmes MBA, présentent des traits qui pourraient relever de la psychopathie. Ici, l'idée n'est pas de pointer des noms, mais plutôt de questionner nos modèles de référence, car cela soulève des questions assez évidentes, peut-être pas pour tout le monde, mais probablement pour pas mal de personnes, du style « Qu'est-ce qui fait que les traits de personnalité à tendance psychopathique augmentent avec le niveau hiérarchique ?» Question intéressante. Une autre question peut-être plus intéressante. Est-il vraiment pertinent de s'en inspirer, de les prendre comme modèle? Dans cette vidéo, j'aborde le concept de leadership sous l'angle de la question suivante. Si on prend comme modèle des leaders reconnus, comment faire la part des choses entre ce qui relève vraiment du leadership et ce qui relève éventuellement d'une tendance psychopathique? D'ailleurs, l'exploration de cette question nous amène à faire un focus sur un concept fondamental, le concept d'empathie. Tout d'abord, commençons par le concept de leadership. L'idée n'est pas d'être exhaustif, mais plutôt d'aller à l'essentiel pour les besoins du sujet. Et donc, je dirais qu'un leader a une vision inspirante. Il a cette capacité de donner envie aux autres de le suivre, notamment par son authenticité, mais également par son exemplarité, c'est-à-dire la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Le leader donne envie de le suivre également par son écoute et son empathie, c'est-à-dire sa capacité à comprendre les émotions et les besoins des autres. D'ailleurs, souvent quand on évoque ces sujets, on parle d'intelligence émotionnelle. Et c'est là où il y a le hic. Comment quelqu'un d'empathique peut-il avoir des traits à tendance psychopathique? Eh bien, avant de tenter de répondre à cette question, voyons un peu comment on caractérise une tendance psychopathique. Eh bien, là non plus, sans prétendre être exhaustif, je dirais qu'on parle de cela quand quelqu'un est manipulateur, égocentrique, a un certain charme, mais plutôt superficiel, utilise les autres pour atteindre des objectifs. À ce stade, on pourrait penser qu'il y en a encore beaucoup plus dans les statistiques. Peut-être. Cela dit, une tendance psychopathique a quelque chose de très particulier également. Une certaine froideur, c'est-à-dire une incapacité à ressentir les émotions et la souffrance des autres. Et là, je dis bien ressentir, comme par exemple détruire quelqu'un de plutôt sympathique sans le moindre remords, même caché. Et donc, du coup, notre question de départ devient, ce leader a-t-il de l'empathie compte tenu de son leadership ou pas compte tenu de ses tendances psychopathiques? Eh bien, une des manières d'aborder cette apparente contradiction est de faire un focus sur le concept d'empathie. Pour définir ce concept de manière simple, on peut dire que avoir l'empathie, c'est avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre. En fait, ce concept peut être élargi et précisé à travers la définition de plusieurs types d'empathie, dont deux qui nous intéressent particulièrement. Tout d'abord,
il y a l'empathie émotionnelle, ressentir l'émotion de l'autre. C'est l'empathie classique, par exemple, avoir des larmes devant un film triste. Et là, on comprend bien qu'un psychopathe n'en a pas, ou tout au moins il a comme une barrière qui l'empêche d'y accéder. Ensuite, on parle d'empathie cognitive, comprendre l'autre par la pensée, lire les émotions sans les ressentir. Et c'est bien cette capacité qui permet à un psychopathe de manipuler, de manière souvent froide, sans aucun état d'âme. D'ailleurs, cette capacité est non seulement présente dans ces cas, mais probablement elle est également très développée. Et au passage, pour terminer le tableau sur l'empathie, précisons d'autres types d'empathie que je trouve personnellement très liés à la première. L'empathie compassionnelle, vouloir aider, réconforter un ami en souffrance. Puis enfin, l'empathie somatique, comme par exemple avoir mal physiquement en voyant quelqu'un se blesser. Revenons à présent à notre question de départ. Comment faire la part des choses entre ce qui relève vraiment du leadership et ce qui relève d'une tendance psychopathique? Pour noter tout d'abord qu'un leader à tendance psychopathique a bien de l'empathie, mais une empathie uniquement cognitive. Et pour exprimer cela d'une autre manière, je dirais simplement que être leader n'est pas obligatoirement se déconnecter de son cœur. Je dirais aussi qu'un bon leader et peut-être même un grand leader, bien évidemment en plus des autres qualités, est celui qui garde un lien avec le cœur, garde un lien avec l'essentiel. Voilà, cette vidéo pourrait se terminer sur ce constat, mais cela soulève d'autres questions probablement plus difficiles encore, du style: est-ce que quelqu'un à tendance psychopathique peut retrouver une certaine empathie émotionnelle? Peut-on le soigner? Ce qui est sûr est qu'il n'y a pas de consensus sur le sujet, car cela soulève la question de la part génétique dans tout cela. Une origine génétique par rapport à laquelle on peut difficilement agir. Et donc, il n'y a pas de consensus sur le sujet. Cela dit, de nombreuses personnes se sont complètement déconnectées par rapport à certaines émotions, compte tenu de leur cheminement, des différentes épreuves de la vie, mais également des différents choix effectués à différents moments de la vie. Ces personnes qui peuvent par ailleurs bien s'intégrer socialement, peut-être même très bien réussir professionnellement, sont en permanence dans ce qu'on appelle un état dissocié. Et donc, très probablement dans ces cas, et dans l'absolu, cela est réversible. Et pour conclure, peut-être juste prendre conscience que les diverses classifications qu'on attribue à l'humain ne sont finalement qu'un moyen d'appréhender une certaine complexité qui nous dépasse. Et qu'il ne faut surtout jamais perdre d'esprit que chaque être est vraiment unique.